Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 82e Sitrep en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël Alors et bonjour à tout le monde. nous Et a- puis bon retour des vacances de la fête du Ramadan, puisque aujourd'hui on reprend le travail dans les pays, en Syrie déjà. Mm. Eh oui. Alors nous allons parler aujourd'hui de la Palestine, de la Syrie et puis de toute la région. Euh, on va commencer avec la Palestine et avec les destructions de maisons près de Jérusalem. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ce que je voudrais parler d'abord de la Palestine, c'est saluer la résistance du peuple palestinien et saluer la résistance de tous les peuples de la région. Dans cette journée de Al-Quds qui a eu lieu donc dans le dernier vendredi du Ramadan, c'est la journée internationale d'Al-Quds de Jérusalem. À cette occasion d'ailleurs, ça a été une journée de grande solidarité de l'ensemble des peuples de la région avec le peuple palestinien et une journée aussi où le peuple palestinien a montré sa détermination pour la libération d'Al-Quds et la libération de la totalité de la Palestine et puis la résistance totale contre l'occupant sioniste. Et pendant justement cette journée, et c'est pas seulement la journée, pendant cette période, l'escalade et l'agression de l'occupant israélien non seulement n'ont pas cessé, mais ont été encore plus accentuées par des destructions massives de maisons, des maisons de militants notamment, des destructions de villages entiers, des arrestations massives aussi de Palestiniens. 900 Palestiniens ont été arrêtés dans ces derniers mois et donc 90 enfants. Et tout ceci au vu et au su du monde entier et de toutes les organisations ou des pays qui prétendent défendre les droits de l'homme et les droits des enfants, et de tous les pays aussi qui prétendent à la liberté. Alors tout ceci arrive tous les jours sous les yeux de ce monde-là, sans qu'il y ait la moindre sanction contre Israël, sans qu'il y ait la moindre dénonciation de ces pays. Et surtout, en fait, un silence qui ne parle pas de ces crimes. Je dirais même que c'est pire qu'un silence, c'est l'inverse qui se passe puisque on en a parlé en préparant cette émission. L'Union Oui. européenne a adopté une résolution qui condamne la haine, l'incitation à la haine qui serait contenue dans les manuels scolaires palestiniens. Oui, Une haine d'Israël. Merci Raphaël de rappeler ça aussi. Ce n'est qu'une goutte qui s'ajoute en fait à l'ensemble d'océans de déclarations et d'injustices où les injustices et les violences israéliennes sont soutenues sont soutenues par l'Occident, sont soutenues par les États-Unis, et en fait où aussi la résistance du peuple palestinien est incriminée et aussi apparentée au terrorisme et aussi assimilée à des formes de violence, etc. Alors que finalement, c'est une violence juste puisque les Palestiniens défendent tout simplement leur droit à l'existence, leur droit à être dans leur maison, à avoir leur terre sans qu'elle soit systématiquement détruite aussi, et leur culture qui soit systématiquement détruite par l'occupant israélien, et sans que les Israéliens aussi, l'occupant israélien, les empêche de prier, les empêche de vivre, détruisent les maisons sur la tête de leurs occupants, arrêtent les enfants et les femmes et les hommes en pleine nuit et sans aucune raison et sans aucune accusation, sous prétexte d'accusation, on les appelle des arrestations administratives, une maltraitance systématique aussi
aux prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. Et aujourd'hui, à l'ombre du corona aussi, en fait, une accentuation justement de ces exactions, de manière à propager aussi davantage la pandémie dans le peuple palestinien et d'augmenter aussi la peine et la douleur et la souffrance quotidienne des Palestiniens à l'ombre de la pandémie, mais aussi tous les Palestiniens qui ont des besoins, des besoins sanitaires et des besoins de produits médicaux. Je voudrais aussi signaler que le blocus qui est fait aussi contre le peuple palestinien contient aussi les produits médicaux, et puis c'est un blocus qui est contre le peuple et qui en fait couvre l'ensemble des produits, aussi bien alimentaires, médicaux, sanitaires, etc. Donc c'est plus que criminel, ce sont des crimes contre l'humanité qui se répètent tous les jours sous les yeux de l'ensemble de l'humanité en toute impunité. C'est sûr qu'en termes d'incitation à la haine, Israël est passé maître, et effectivement c'est ridicule et c'est triste, et c'est même outrageant que l'UE se permette de dire ah mais non, l'incitation à la haine elle est du côté des Palestiniens. Oui, c'est toujours du côté de la victime, l'incitation de la haine, voilà. N'est-ce pas, à la Alors, haine. en préparant cette interview, tu me disais également que tu as attiré mon attention sur la réouverture de la mosquée Al-Aqsa. Donc suite au fait que Ouais. la crise du coronavirus est en train de s'affaiblir petit à petit, mais qu'il y avait eu une intrusion de colons protégés par la police. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fait? Oui, donc la réouverture de la mosquée, en fait, à la prière, la mosquée, elle a été fermée, en fait, suite au coronavirus, justement, parce que pour éviter la propagation du virus. Et puis, donc, elle a été réouverte hier. Les personnes qui sont venues, bon, donc très contents de pouvoir à nouveau refaire les prières à la mosquée d'Al-Aqsa. Les Palestiniens sont venus, et très vite les colons, ils sont venus faire leurs prières, je dirais, dans le contexte et le respect des gestes barrières, etc., pour la non-propagation du virus. Mais très vite, les colons ont envahi la mosquée, sous la protection d'ailleurs de la police israélienne. Ils s'en sont pris aux personnes qui sont en train de faire la prière. Ils s'en sont pris à tout le monde. Donc ça a été une agression, encore une agression contre les personnes et les croyants palestiniens qui venaient faire leur devoir de prière et de piété dans la mosquée Al-Aqsa. Là aussi, je tiens à dire que pouvoir pratiquer les rites religieux, même dans un pays occupé, est un droit le plus légitime de la population, et ça c'est encore une violation de ces droits, une violation du droit humanitaire, du droit de la liberté à la religion, de la liberté du rite, etc., aussi dans toute impunité. Je tiens à rappeler quand même qu'à chaque fois qu'il y a une occasion pour pouvoir faire les prières, l'armée israélienne maintenant se range du côté des colons, agresse la population de manière à dissuader les gens, les croyants, les Palestiniens, en fait, à venir faire leur prière à l'Aqsa. Mais à chaque occasion, les Palestiniens affirment leur détermination à vouloir continuer à aller à l'Aqsa, que la mosquée Al-Aqsa est palestinienne et arabe, elle le restera, et que toute occupation autre est complètement non seulement illégitime, mais elle sera aussi combattue par une résistance de la population palestinienne. Oui, c'est vrai qu'il y a ce courant messianique sioniste qui veut effectivement judéiser le monde du temple. L'esplanade des mosquées
à Jérusalem, à Al-Quds, et donc c'est bien de le rappeler. Pour clore ce chapitre sur la Palestine, tu voulais également parler du speech de Nasrallah qui a eu lieu à l'occasion de l'anniversaire de la libération du Sud-Liban, qui était un speech assez important. Alors, c'était le 25 mai. Le 25 mai, c'était l'anniversaire aussi, le 20e anniversaire de la libération du Sud-Liban, donc la libération en 2000, la date à laquelle l'armée israélienne est repartie, a été obligée de se retirer complètement vaincue et humiliée. Donc c'est un discours qui était absolument stratégique, qui a montré en fait l'ampleur et l'importance de cette victoire contre une armée que on pensait invincible ou qui se disait invincible et qui se disait la plus grande armée du Moyen-Orient. Et donc c'était une partie de la population du Sud-Liban avec le Hezbollah qui était vraiment pas très nombreux et qui ont réussi donc par un travail et une lutte acharnée et militante en fait à vaincre cette armée et à l'obliger à sortir. Ça c'est un premier point. Donc le Cheikh Nasrallah dans son discours il a fait l'analyse de l'ensemble des contradictions aussi bien au niveau mondial, de l'ensemble de la situation géopolitique, aussi bien au niveau mondial, régional et même au niveau libanais, donc au niveau du microcosme libanais. Sur le plan régional, il a fait le constat effectivement que les agressions contre la Syrie, contre l'Irak, vont tout à fait dans le sens aussi de l'agression contre le peuple palestinien et contre le peuple libanais, que c'est pour protéger Israël que toutes ces agressions ont lieu, mais elles sont menées et dirigées par les Américains. Il affirme que notre ennemi est les États-Unis, c'est notre ennemi dans toute la région, et que de toute façon, ils sont inévitablement sur la voie de du départ. C'était une sorte de feuille de route et une sorte de plan d'action pour que les Américains soient de toute façon, que notre région soit exempte de toute présence américaine dans peu de temps et que de toute façon, s'il y a des bêtises qui sont commises par les États-Unis ou leurs alliés dans la région, c'est aussi, ça sera effectivement la fin d'Israël et ça sera ça sera vraiment la fin d'Israël et la fin de la présence de toute manière des Américains dans la région. Il a expliqué aussi sur le fait que de toute façon nous sommes beaucoup plus forts qu'avant. Nous sommes de toute façon aussi face avec les forts des victoires de l'an 2000 qui a été aussi consacré en 2006, des victoires du peuple palestinien à Gaza, du peuple syrien en Syrie et de lutte contre le terrorisme qui est soutenu par les Américains, des victoires du peuple irakien aussi en Irak et des victoires du peuple yéménite contre l'agression saoudienne sous demande américaine en fait, sous couvert américain, que de toute façon aujourd'hui nous sommes appelés à avoir plus de victoires et à être beaucoup plus victorieux. Donc ce que nous disons c'est aussi nous mettons en garde effectivement tous les ennemis parce qu'ils auront le même sort que les Israéliens en 2000. Voilà, donc ça c'était un point qui était très important, qui a souligné aussi l'importance de la lutte contre le terrorisme qui a été menée au Liban aussi et en Syrie avec l'aide du Hezbollah en Syrie, la libération de la presque totalité, je ne dis pas la totalité, mais une grande partie du territoire syrien de toutes les
troupes terroristes qu'il occupait, et qu'aujourd'hui, les Américains sont en train aussi d'occuper ou d'occuper quelques bases ou quelques points en Syrie, mais de toute façon, ils seront aussi combattus et ils seront obligés de quitter, et que ceci, ce n'est qu'une question de temps et une question de décision politique, tout simplement. Mhm. Et Ok. voilà, donc ça c'était un discours stratégique Mhm. important qui dessinait les lignes d'action, je dirais, de la totalité du front de la résistance dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Je rappelle que le front de résistance, c'est l'Iran, la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban, mais aussi avec le Yémen et la Palestine. Ok. Bon, voilà. Très Ces bien. pays sont soutenus. L'axe de la résistance est soutenu aussi, soutenu, je peux dire, il a le soutien de grands pays comme la Russie et la Chine dans sa lutte contre le terrorisme et dans sa lutte pour la justice aussi et contre l'hégémonisme américain. Mhm. Donc, c'est aussi, il est appelé à gagner, je dirais, à terme. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre le Venezuela dans cet axe aussi? Exactement. Alors justement, très bonne question et merci Raphaël, parce que justement, aujourd'hui, l'axe de la résistance s'étend aussi à tous les pays à tous les pays qui sont épris de liberté et de justice et qui luttent aussi contre cet hégémonisme américain qui impose aussi bien par sa présence militaire qui est de plus en plus faiblarde d'ailleurs, mais qui est présente, mais aussi de plus en plus par des dictates et des sanctions, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des sanctions, mais ce sont des blocus, des embargos unilatéraux qui sont contre les pays, comme c'est le cas contre la Syrie, c'est le cas contre le Venezuela. Donc le Venezuela était en grande difficulté alors que c'est un pays qui a la plus grande richesse ou une des plus grandes richesses mondiales en pétrole. Il était complètement à court de pétrole parce que c'est à cause des sanctions américaines ou de ce qu'on appelle les sanctions américaines, des mesures américaines d'embargo, puisque il ne pouvait pas recevoir ni d'appareillage, ni de pièces détachées, etc., pour restaurer leur raffinerie et leur machine à sortir le pétrole, en fait, à extraire le pétrole, mais aussi, ils n'avaient plus de pétrole. Et donc, l'arrivée, même aujourd'hui, le dernier cargo arrivant de l'Iran pour briser Cette pénurie? cet embargo, pour briser l'embargo et briser le blocus contre le Venezuela. Et ces cargos américains, pardon, ces Iranien. cargos iraniens sont arrivés à bon port en toute sécurité, puisqu'ils ont été aussi, ils ont imposé leur présence ils étaient bien Escorté? escortés et gardés. Et bien sûr, on peut penser que l'Iran avait assuré ses arrières aussi, avec les grands pays aussi qui soutiennent l'Iran contre l'hégémonisme américain. Et je crois que ça, c'est une action exemplaire, en fait, qui donne le chemin, qui montre le chemin à tous les peuples qui souffrent de ces sanctions américaines, qu'ils imposent à droite, à gauche, à tout le monde, à tous ceux qui s'opposent à leur diktat et qui lèvent la tête devant l'exploitation américaine, en fait, et devant devant leur domination. Donc ça, c'est un point très, très important. On peut dire, et je passe là-dessus aussi sur le fait que derrière
effectivement, cette fin de mois de mai devait aussi voir discuter à l'Union européenne et dans le monde aussi l'opportunité ou pas de reconduire l'embargo contre la Syrie, alors que différents pays de l'Union européenne ont demandé dans leurs réunions et puis aux États-Unis, et il y a des dizaines de milliers de pétitions qui ont circulé sur le net aussi pour exiger l'arrêt de l'embargo contre la Syrie, puisque on est en phase de corona et que en plus du fait que ce sont des actions illégales contre l'humanité, ce sont des actions qui, pendant une période de pandémie, peuvent être apparentées à un génocide collectif. Hein. En fait, et puis l'Union européenne, elle discutait, et il y avait pas mal de pays, notamment la Tchéquie, qui a plaidé, la Tchéquie, l'Italie, alors que l'Union européenne a elle-même souffert aussi pour pas mal de pays du corona, donc de la pandémie. Ils ont voté hier la reconduction du blocus contre la Syrie, chose qui montre et que nous, non seulement que nous pouvons que condamner en fait, et que encore une fois, l'Union européenne montre qu'elle est complètement tributaire des États-Unis, qu'elle est absolument pas capable de quitter cette ombrelle, si on peut dire, parce que sa marge peut-être sa volonté d'indépendance n'est pas du tout évidente, et que sa marge d'indépendance est encore moins possible, moins forte. Donc les États-Unis, non seulement ils reconduisent le blocus, mais aussi ils appliquent des mesures supplémentaires à partir du 15 juin, soi-disant ces mesures supplémentaires qu'ils appellent le Code César, là, qui a été quelque chose qui est complètement inventé par un gars qui est leur agent et qui prétend avoir été dans les geôles syriennes comme médecin légiste, et qui a voyagé de pays en pays pour faire des expositions photos de soi-disant ce qui se passe dans les geôles syriennes, parce que comme si c'était les geôles américaines en Irak étaient bien meilleures apparemment, et les geôles de Guantanamo sont meilleures. Mais enfin bon, ça c'est un aparté qui est un peu ironique. Sans parler des prisons, sans parler des prisons turques ou israéliennes qui doivent être des promenades de santé, très certainement. Tout à fait, et pas seulement, en plus ce sont des faits inventés en fait, et des images maquillées par Photoshop, etc. Donc ils se sont basés là-dessus pour que, en plus, alors soi-disant, le Congrès américain impose des sanctions supplémentaires sur la Syrie. Alors là-dessus, je voudrais juste prendre quelques minutes pour expliquer d'abord, de quel droit le Congrès américain impose des choses à la Syrie, alors que c'est une ingérence manifeste et violente. D'un autre côté, c'est une affaire où il n'y a jamais eu de vérification des faits qui sont mentionnés, donc sur la base d'accusations complètement gratuites et qui n'ont jamais été prouvées. Troisièmement, des sanctions en période de pandémie, donc on y revient aussi, c'est un génocide, hein, c'est apparenté à des crimes de guerre. Et puis dernier point aussi, c'est le fait que d'imposer des choses sur la base de n'importe quoi, c'est en fait devenu une pratique courante américaine, et où ils utilisent leur force, leur poids au niveau des instances internationales ou au niveau économique en fait sur les compagnies, pour imposer aux pays qui ne suivent pas
la politique qu'ils voudraient qu'ils suivent, hein, de affamer la population pour mettre le pays à genoux et aussi pour qu'il accepte le diktat américain et il accepte de plier devant la politique américaine et pratique les positions politiques que les Américains voudraient. C'est-à-dire... C'est ce dont on avait parlé lors d'un précédent CITREP, c'est-à-dire non seulement les États-Unis font pression sur des pays comme la Syrie ou autres pour qu'ils agissent conformément à leur vue, et que s'ils n'agissent pas conformément à leur vue, on leur met des pressions, on leur met des sanctions, des embargos, du vol d'argent, hein, sur des comptes en banque de personnalités. Absolument. Et ils appellent ça des sanctions, ils appellent ça du gel d'avoir, mais le gel d'avoir, c'est du vol. Ouais. Et on avait évoqué le fait que non seulement c'était fait sur la Syrie, mais c'est fait aussi, cette pression elle est faite sur les pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ceux qui voudraient commercer quand même avec la Syrie ou avec l'Iran, se font menacer et se font sanctionner, les entreprises, les particuliers. Voilà. Qui commerceraient se font sanctionner sonnantes et trébuchant, hein. Donc c'est des sanctions qui pèsent très lourd. Ça peut même être de la prison. On l'a vu dans le cas de... Alors c'était pas concernant la Syrie, mais c'était concernant d'autres choses. Mais il y a un des cadres d'Alcatel qui a fait de la prison aux États-Unis, un cadre français. Donc ça va très loin. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. C'est une technique en fait pour que l'empire américain puisse fonctionner partout sur la planète. En gros. Exactement. Et puisse imposer son diktat partout. Effectivement. Alors ça, c'est justement ce code César qui va être appliqué. Ils vont l'appliquer sur des individus, sur des sociétés et sur les pays. Donc pas seulement, ça dépasse les pays parce que ça devient très particularisé au niveau des personnes, des sociétés et des compagnies. Et en fait, pourquoi ? Pour mettre la Syrie à genoux, pour empêcher la reconstruction de la Syrie, parce qu'ils visent aussi à la fois les gisements de pétrole et de gaz qui sont en Syrie, mais qui visent aussi les contrats de reconstruction de la Syrie. Or, la Syrie, là-dessus, elle a été très claire. Les pays qui ont participé à sa destruction ne participeront jamais à sa reconstruction. Ce sera les amis qui ont aidé la Syrie qui participeront à sa reconstruction. Et en fait, justement, c'est cet enjeu qui est en train, c'est un bras de fer qui se joue aujourd'hui autour de la Syrie et sur la Syrie, en fait, par ces embargos-là. Et donc, je crois que nous, peuple de tous les pays, il faudra qu'on s'élève contre ces pratiques et il faudra qu'on fasse pression sur nos gouvernements aussi pour refuser ce type de pratiques et aller dans le sens de la souveraineté des peuples et la souveraineté des pays et que les pays puissent pratiquer leur droit à avoir le pouvoir qu'ils veulent, la politique qu'ils veulent, et l'application de la Charte des Nations Unies. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. La Charte de l'ONU, et c'est ça. Le respect du droit international, tout simplement. Absolument. Alors, Absolument. on va enchaîner parce qu'on a encore pas mal de points à voir et il nous reste plus qu'un quart d'heure. On va parler donc plus spécifiquement de la Syrie. On va zoomer un petit peu sur le territoire. Tu voulais parler notamment des terroristes qui brûlent les moissons des paysans ou qui parfois les volent carrément. Justement, alors ça c'est tout à fait lié au point d'avant, puisque cette coercition et cette violence, en fait, la Syrie, elle est appliquée sur la Syrie depuis des années, mais la Syrie y échappait et y échappe toujours parce que la Syrie mange ce qu'elle produit, et s'habille de ce qu'elle produit, et elle a réussi à mettre une indépendance en fait au niveau alimentaire, au niveau médical, au niveau vestimentaire aussi de sa population. Mais justement, c'était juste avant la guerre et ces destructions de l'infrastructure syrienne visaient justement à briser cette autonomie, cette indépendance. Hein. Et aujourd'hui, surtout qu'au niveau alimentaire, la Syrie n'importe rien de l'extérieur, elle mange ce qu'elle produit. Or, cette année, ça a été aussi, donc des ordres ont été donnés par les États-Unis aux terroristes et les Américains, les Turcs
donc les terroristes qui sont soutenus par la Turquie ont commencé à procéder et procèdent donc à la destruction des cultures, hein, puisque cette année a été aussi une année excellente au niveau des céréales. Alors, des Turcs qui introduisent leurs moissonneuses les céréales, pour voler les céréales des paysans de Hasakeh. Et ceux qui ne les laissent pas, ils leur brûlent leur récolte, hein. Et dans d'autres régions, ils brûlent des récoltes carrément. Les Américains ont envoyé des ballons avec des ballons brûlants, en fait, hein, pour brûler les récoltes aussi. Donc dans la région d'Al-Rab, donc dans le centre et est et ouest de la Syrie, à l'est du côté de Hasakeh et du côté d'Al Jazira, et dans le sud du côté de Dera aussi. Donc c'est une volonté explicite d'affamer la population syrienne et puis de manière à faire pression sur le gouvernement syrien. Alors voilà, ça c'est encore des crimes et des crimes et des crimes qui s'entassent. Ok, on va parler d'un truc un peu plus positif maintenant. Le Ouais. coronavirus en Syrie, qui s'estompe, la crise s'estompe. C'est la reprise du travail après la période du Ramadan. Tu peux nous parler? Oui, alors justement, le retour à la vie normale, entre guillemets, avec les précautions des gestes barrières, etc. Les universités ont repris le travail aujourd'hui avec le respect, avec des tests pour tout le monde, donc à l'entrée de l'université, des tests de température, respect des gestes barrières dans toutes les universités, toutes les villes. Les activités ont repris. Par contre, les écoles n'ont pas repris et ils sont reconduits jusqu'à la prochaine rentrée. Mhm. Comme on dit, il y a aussi les artisans ont en grande partie aussi repris leur travail. Les usines qui produisent et qui essayent de de se remettre à flot après toutes les destructions de la guerre, reprennent aussi les travaux à la fois de production, de restauration et de remise en route, je dirais, de la production. Donc là, ça va effectivement dans le bon sens. La population se comporte de manière responsable. La vie reprend le dessus dans tous les lieux de la Syrie. Donc Ok. voilà. On va parler maintenant un petit peu de la région d'Idlib. Euh, Donc il y a eu pas mal de trucs qui sont passés là-bas. Il y a eu des découvertes d'armes, des affrontements entre terroristes. Il y a le retour des réfugiés dans la région, dans le gouvernorat. alors, la partie qui a été libérée d'Idlib, c'est la partie Khan Sheikhoun qui a été libérée au mois d'août dernier. Voit après la restructuration et la reconstruction de l'infrastructure en fait qui a été faite effectivement par le gouvernement, voit le retour de ses habitants. Il y a donc aujourd'hui une cinquantaine de familles qui reviennent à cette ville de Khan Sheikhoun, qui a été libérée. On attend 2000 personnes qui vont revenir. On attend la réouverture de la grande boulangerie industrielle de la ville qui va reprendre après quelques restructurations et après quelques restaurations, je dirais, des chaînes de montage, des chaînes de production. Donc ça, c'est un point qui est très important, en fait, d'une part. D'autre part, effectivement aussi, dans la région qui a été libérée, dans le nord d'Idlib aussi, qui a été récemment libérée, et où d'ailleurs les terroristes n'ont pas fini et continuent à agresser la population civile par des projectiles, par des Roquette. par des roquettes et par des tirs d'obus. On y a découvert aussi des quantités d'armes assez impressionnantes. Et de la même manière aussi, dans la région sud, hein, du côté de Dera aussi, et je rappelle quand même, ce sont des régions qui étaient occupées par les terroristes, mais la région sud est proche
des frontières avec l'entité sioniste occupante. Et là, on a découvert des grandes quantités de C4, qui est un explosif rapide, hein, et puis des grandes quantités d'armes de fabrication américaine, israélienne, turque, etc. Et là aussi, C'est ce qu'on voit donc sur les images de la vidéo là, qui défilent. voilà, tout à fait. Donc voilà, bon, tout ceci pour montrer quand même le nombre de pays qui participent réellement à la destruction de la Syrie et à la destruction de sa population, en Mhm. fait. Et alors, donc tu mentionnais Voilà. également des affrontements entre terroristes près d'Idlib, Oui, pardon, excuse-moi. c'est ça, les affrontements entre les terroristes qui ont fait aussi des morts, pas seulement entre les terroristes, mais malheureusement entre les civils. Ça, c'est à Idlib, dans la partie qui est encore occupée par les terroristes. Je tiens à rappeler quand même que normalement, la Turquie aurait dû retirer ses troupes, hein, aurait dû faire pression sur les terroristes, puisque tous dépendent de la Turquie, pour se retirer aussi et pour retirer leurs armes. Or, en fait, on voit sur le terrain que la Turquie continue à les alimenter en armes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus lourdes, et alors qu'elle a signé, même avec Moscou, le 4 mars, hein, rappelons-le, la nécessité et un accord qui complétait les accords d'Astana, pour que la Turquie se retire, que pour les terroristes se retirent en laissant libre l'autoroute Alep-Idlib, l'attaquer. Et chose qui n'a pas été faite, la M4 en fait, ce qu'on appelle le M4, et ça n'a pas été fait. Des villes importantes sur cette autoroute ont été libérées par l'armée arabe syrienne avec des combats acharnés et très violents, en faisant aussi de grandes destructions à l'armée turque qui était aux côtés des terroristes. Mais bon, malgré tout, rien n'a été fait. Et je pense qu'il y a des nouveaux combats qui se profilent à l'horizon dans ces secteurs, entre l'armée arabe syrienne et les terroristes soutenus par les Turcs. Très bien. Nous avons abordé l'ensemble des points, je crois, que nous souhaitions aborder. Vu qu'il nous reste encore 5 minutes, je propose qu'on parle un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis, si ça te dit. Alors, oui, c'est très intéressant en fait de voir quand même que c'est aux États-Unis en fait il y a des conflits qui éclatent autour du fait que la police a tué un jeune noir en fait, tout simplement parce qu'il est noir. Et on ne voyait pas qu'est-ce qu'il lui reprochait en fait. Je crois qu'il courait ou il faisait. Ils ont suspecté quelque chose ou une activité suspecte et ils l'ont tué. Depuis, donc, il y a une explosion en fait des manifestations importantes de la population antiraciste en fait, d'une population qui déplore et qui dénonce le discours raciste du président Trump, et qui a été en fait très violemment combattu par la police. On voit des scènes absolument atroces en fait où on leur tire dessus, où le tabassage systématique est très violent. Il lâche les chiens Même aussi. Il lâche les il chiens. lâche les chiens, oui, C'est ce que tu me aussi montrais là. contre les personnes qui protestent. Donc, la situation, elle a commencé à Minnesota, au Minnesota, non, à Minneapolis, elle a commencé, et elle se propage maintenant dans l'ensemble des États des États-Unis. Je tiens à dire quand même que ça, c'est lié, c'est en fait toutes les personnes qui ont été aussi mises au chômage suite à 2 mois et demi, 2 mois de confinement, ou 2 mois à la suite du coronavirus, en fait, suite au coronavirus.
et les grandes compagnies qui ont carrément eu le prétextant du corona, qui ont licencié des quantités de population. Il y a aujourd'hui, on parle de 30 millions de chômeurs aux États-Unis. Donc ça fait effectivement, la population, elle est excédée non seulement par la pauvreté, elle est excédée par le racisme, par un discours complètement qui attise les violences et la haine entre les différentes parties ou les différentes composantes de la population. Et bien sûr, ça dégénère. Et on se demande qu'est-ce que ça va donner au point de vue non pas seulement des élections, mais aussi d'ici là, qu'est-ce qui va se passer aussi aux États-Unis. Oui, parce que Trump a dû se réfugier dans son bunker en dessous de la Maison Blanche aux dernières infos. Aussi, oui, Donc tout à ça a fait. chauffé. Ça fait penser un petit peu à Macron qui avait dû effectivement se réfugier suite à une manifestation de Gilets jaunes. Mais il y a quand même pas mal de différences. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des similarités assez troublantes. Les deux présidents sont parmi les rares présidents au monde, Macron et Trump, à ma connaissance en tout cas, à avoir parlé de l'État profond, l'un américain et l'autre français évidemment, et à avoir déclaré vouloir le combattre ou en tout cas de s'en départir. Macron plutôt de s'en départir et Trump carrément de le combattre frontalement. Mm. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la rhétorique? Pour Macron, je pense que tout le monde se mettra d'accord pour dire que c'est de la rhétorique. Pour Trump, c'est des fois un peu moins clair. C'est-à-dire que ces émeutes interviennent juste après que Trump ait entre guillemets déclaré la guerre à Twitter, même si c'était pas une histoire d'amour entre eux, c'était quand même un je t'aime moi non plus, parce que Trump était un très gros utilisateur de Twitter, mais il s'agaçait régulièrement, on va dire, de la censure opérée de plus en plus ouvertement par les réseaux sociaux, et dans un sens qui est clairement pro-démocrate, pro-mondialiste, et qui allait pas tellement dans son sens. Donc c'est quand même En pas fait, neutre. En fait, je crois que de toute façon, c'est une guerre entre différents partisans ou différentes parties du monde capitaliste qui est à sa phase la plus ultime et à son stade le plus violent aujourd'hui. Je n'irai pas dire que c'est Twitter et relate les positions de la population ou autre chose. On rappelle quand même que c'est les mêmes réseaux sociaux. Ils ferment très vite une page de Palestiniens qui exige l'unité des organisations palestiniennes et une lutte pour réelle unie pour l'indépendance. Cette page, elle n'a fait que 24 heures et elle a été éliminée. Que tous les recrutements terroristes qui se font, ils se font aussi sur Facebook et sur Twitter, etc. Voilà, Donc il ne faut pas oublier le ça. lien aussi entre ce qu'on appelait le printemps arabe et les réseaux sociaux. Tout à fait. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Voilà, tout à fait. Donc tout ceci, on a beaucoup de choses à dire. Là, je viens d'apprendre aussi que Netflix a assuré le mouvement antiraciste de sa solidarité, alors que Netflix est en train de toujours propager des films qui sont contre les Palestiniens, des films qui ridiculisent l'image du peuple arabe et qui gomment systématiquement tous les aspects héroïques et tous les aspects positifs dans ces luttes des peuples pour leur indépendance. Donc, pour moi, c'est une bagarre qui est entre différentes factions des mêmes escrocs, je dirais, ou des mêmes, effectivement, des mêmes qui veulent piller le monde. Mais c'est deux branches qui s'étripent entre elles pour arriver au pouvoir. C'est ça, c'est-à-dire que l'antiracisme est utilisé d'un côté, il est utilisé comme levier pour gêner le pouvoir, mais en même temps, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du racisme de l'autre côté. Oui, c'est en fait pour empêcher l'autre à arriver, tout simplement. Ce n'est qu'un argument. Oui, c'est qu'un argument. Un argument de vente. Exactement. C'est tout à fait ça. Bon, donc, on va voir comment la situation évoluera. Aïssa Midani, cette interview touche à sa fin. Ouais. Je te remercie beaucoup pour ton analyse et je te dis à dans 2 semaines. Merci et à dans 2 semaines. Merci beaucoup Raphaël et au revoir. Merci à tous les amis qui nous écoutent aussi et à très bientôt. À dans 2 semaines. À bientôt.